intervenante. Alors d'abord, on va remercier Anne Kévy qui arrive de Belgique. Donc, présentation. Le parcours d'Anne Kévy est le reflet de son intérêt pour le texte, l'image et de ce que produit leur rencontre sur la page. Après une formation en philologie romane, elle entre à l'académie. J'ai plus l'image sur l'écran. J'ai plus l'image sur l'écran. Est-ce que Yann est dans les parages? Donc je continue pendant que le magicien Yann va venir régler le problème. Après une formation en philologie romane, elle entre à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles pour y suivre un cursus en illustration. Après avoir travaillé en tant qu'illustratrice pour la presse magazine, elle s'est ensuite orientée vers le graphisme éditorial. Depuis 1993, elle dirige le cursus illustration à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, avec toujours le même désir, celui de former des auteurs-illustrateurs, et nombreux sont celles et ceux qui, depuis, ont fait leur chemin dans le monde de l'édition. Depuis 2019, elle est membre effectif à la CEL, Commission des écritures et du livre, Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant qu'expert en littérature jeunesse. Elle participe régulièrement à des interventions autour de l'album jeunesse, ainsi qu'à des rencontres avec des auteurs, illustrateurs et des éditeurs. Vraiment un grand merci, Anne, de nous avoir rejoints, de nous accompagner pour cette seconde journée d'études. Je vous laisse la parole. On m'entend? Le micro, vous m'entendez? Ouais. On a juste Olivier Douzou qui est coincé par la grève des aéroports et qui essaye de suivre à distance et de nous rejoindre tout à l'heure et qui ne voit pas la même chose que vous, donc on essaye de régler ce... Ça y est, ça y est. Ça y est? Ça y est, ouais. Bonjour Anne. Et oui, il nous entend. Bonjour Olivier Douzou. Bonjour Anne. C'est la suivante. Alors, donc je viens de Belgique vous parler un peu de mon ressenti par rapport aux expositions en littérature jeunesse. C'est un sujet un peu délicat, en fait. Comment exposer au mieux le travail des auteurs-illustrateurs? Alors, peut-être que j'essaie déjà depuis tout un bout de temps de me battre pour essayer de faire sortir les auteurs-illustrateurs d'une case dans laquelle on les aurait mis, ce qui est un travail d'artisan. J'essaie de les replacer du côté des artistes plasticiens. Alors, un artiste plasticien, quand il expose son travail en galerie ou dans un musée, cette mise en espace se solde en général par l'édition d'un catalogue, d'un livre, qui permet de garder trace de ce qui a été montré, de le commenter, alors que lorsqu'il s'agit d'exposer la littérature de jeunesse, c'est le processus inverse. On parle d'un livre, d'un album ou de différents albums pour réaliser une exposition. Donc on est bien dans un processus qui n'est pas tout à fait le même. Dans les deux cas, on va glisser d'un espace à un autre. Donc dans le cas d'un artiste plasticien, on passe de l'espace du mur où son travail est exposé vers le catalogue qui est l'espace horizontal du livre. Alors que quand on a une exposition en littérature de jeunesse, c'est un peu l'inverse qui se produit. On va passer de l'espace horizontal et du livre vers l'espace vertical. Et force est de constater, en tout cas, qu'il est plus simple de passer du vertical vers l'horizontal que de l'inverse. Parce que dans le cas de l'artiste plasticien, le livre qui va être fait après l'exposition, le catalogue, ce livre va illustrer d'une certaine manière l'exposition. La commande témoigne de ce qui a eu lieu. Alors que dans le cas de l'auteur-illustrateur, c'est une autre démarche. Il y a un espace neuf à investir, je dis bien neuf, qui doit être fondamentalement repensé au niveau du contenu et au niveau de la scénographie. Donc ce n'est pas simplement les planches qui sont dans le livre qui doivent être exposées, c'est repenser l'espace et la scénographie. Alors, un livre... J'ai plus droit à ma petite image. Oui, merci. Munari, c'est bien quand même. La technique, hein. Alors moi, les PC, c'est un monde à part. Moi, je suis sur Mac, donc... J'arrive pas à sélectionner, en fait.
J'attends confirmation d'Olivier. Allez-y. Nous, si on voit, c'est déjà bien. Hein. Bon, on reste entre nous, quoi. Alors, un livre, un album, quand il est fermé, c'est toujours quelque chose de plat. C'est un objet plat. Mais quand le livre est ouvert, il devient un objet en 3 dimensions. Je vous en ai mis un, Munari, qui est bien de la 3 dimensions. Et même si le livre est illisible, c'est le cas de celui-ci, il y a toujours quelque chose qui est un point commun avec l'exposition. Ça veut dire qu'on rentre dans un espace dans lequel on peut circuler. Un livre, c'est un espace. On tourne des pages, on avance, et puis il y a une déambulation à travers les pages. Alors, qu'il y ait narration ou pas narration, mais de toute façon, la narration, même quand il n'y a pas de texte, elle est quand même sous-entendue par le fait justement que des images se succèdent. Alors, au niveau de ce livre, le livre fermé, la couverture du livre, elle est une forme d'emballage. Alors, quand on regarde par exemple certaines librairies, je ne sais pas si vous avez ça à Paris aussi, chez nous, il y a comme une mode de mettre en vitrine des librairies des livres qui se ressemblent au niveau de la couleur. Donc, par exemple, sur la gauche, vous avez une librairie à peu près à l'époque du printemps. On se dit on va mettre toutes des couvertures vertes ensemble. Les sujets n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Il y a juste la couleur et l'esthétique de la couverture qui fait qu'on a rassemblé ces différentes couvertures entre elles. Donc la couverture, c'est plutôt quelque chose qui relève d'une stratégie de séduction. C'est essayer d'appeler le passant pour qu'il rentre dans cette librairie, pour qu'il feuillette le livre, qu'il l'achète, et qu'il rentre avec ce livre chez lui, et peut-être qu'il le classe par couleur dans sa bibliothèque, ou pas, à voir. Donc, une manière d'attirer le regard par un emballage extérieur. On pourrait presque dire qu'un livre, c'est beau. C'est beau dans la potentialité de savoir et de rêve qu'il contient. Et en cela, je pense que la couverture du livre ressemble d'une certaine manière à l'affiche de l'exposition, puisqu'elle aussi contient une sorte de potentiel de rêve et de savoir. Donc, je vous ai parlé de couverture. On pourrait se poser la question très naïvement, très naïvement, de se dire, peut-on exposer des livres, juste des livres fermés? Pourquoi pas, puisque la couverture a l'air de faire un peu appel esthétique. Alors, je m'arrête un instant sur une expérience qui a eu lieu en Belgique, une exposition qui s'appelait Illustre, et qui a eu lieu à la Louvière. Évidemment, on n'a pas les... Je me suis cassée pour mettre des intitulés en dessous de tout pour que vous puissiez avoir les indications, et c'est caché par la barre. Bon, ben voilà, tant pis. Donc, une exposition qui a eu lieu en 2016 et qui regroupait des artistes plasticiens, peintres, graveurs, dessinateurs, etc., sculpteurs, installations. Je me disais bien qu'il fallait appuyer sur masquer, mais je n'osais pas. Je me suis dit, on ne sait jamais. Oui, super. Donc cette exposition en 2016 regroupait des artistes plasticiens et au milieu de l'espace, il y avait une bibliothèque. Alors le thème de cette exposition, c'était de concentrer un ensemble, un corpus d'œuvres et des albums jeunesse en essayant de montrer les liens qui unissent la création contemporaine et la littérature de jeunesse lorsqu'elle s'inspire des contes. Alors la scénographie de cette exposition, vous voyez, amène une bibliothèque, parce que c'est bien une forme de bibliothèque, au centre de l'espace. Vous voyez qu'au travers des montants là à claire-voie, vous voyez qu'on peut voir les œuvres derrière qui sont sur les murs. Donc la bibliothèque est d'une certaine manière considérée presque comme un objet muséal dans ce cas-ci. La bibliothèque fait œuvre. Alors, cette bibliothèque, du fait qu'elle est placée au centre, elle peut faire allusion d'une certaine manière au pli, à la reliure d'un livre, autour de laquelle tout tourne et autour de laquelle on circule. Le visiteur qui rentrait dans cette exposition avait la sensation d'être regardeur et lecteur. Il y avait moyen de prendre les albums dans cette bibliothèque au centre de l'exposition et de les feuilleter, de les parcourir et de les lire. Donc il se passait quelque chose d'assez étrange dans cet espace, c'est qu'on avait bien des travaux qui étaient exposés sur les murs et en même temps des livres au centre de l'exposition, et il y avait une sorte de contamination qui se passait entre les deux.
Donc quand je dis contamination, c'est que à partir du moment où les œuvres plastiques sont placées à côté des albums, on a une contamination visuelle entre les deux. L'album devient une œuvre parce qu'il est placé à côté d'œuvres plastiques. L'album devient une œuvre à part entière. Et en même temps, quand on regardait les œuvres qui étaient affichées, accrochées au mur, on avait l'impression qu'il y avait du narratif qui s'introduisait dans les œuvres exposées. Donc il y avait comme une circulation de sens entre les deux choses. À tel point que, par exemple, je vous ai mis cette image au centre, l'image qui se trouve juste sur entre les trois. Vous avez un Pakowska sur la droite et vous avez une image sur le centre avec des miroirs qui sont inversés. Et donc dans cet espace miroir de Yves Lecomte, comme ça se trouvait dans un coin de mur, parce qu'on a des livres tout près et des albums tout près, on a presque l'impression d'être avec une double page ouverte devant nous. Donc on regardait l'exposition presque comme on regarde un album. Ça, c'était assez particulier. Et puis, au centre de cette exposition, près de la bibliothèque, vous voyez, qui se trouve là installée, il y avait régulièrement des espaces de jeu qui étaient installés. C'était une exposition qui s'adressait à tous les publics, comme on dit chez nous, de 7 à 77 ans. Et le public plus jeune était invité à jouer dans l'espace de l'exposition. Donc ça veut dire que le jeu fait partie de l'exposition. C'est une chose assez importante, parce que entre jouer et regarder une œuvre d'art, il y a quand même énormément de similitudes. C'est toujours, d'une certaine manière, faire une expérience. Quand je dis faire une expérience, on a devant soi quelque chose que l'on ne comprend pas toujours très bien, on tente de comprendre les règles et on multiplie les réponses possibles face à ce qu'on a devant les yeux. C'est aussi finalement ce que je vous dis là, le propre du travail artistique et de la recherche artistique. Beaucoup d'auteurs-illustrateurs sont de grands joueurs. Je pense à Paul Cox, avec qui j'avais eu une entrevue, et qui est un grand joueur, mais Olivier Douzou, qui nous écoute aussi, est aussi un grand joueur. Alors, tout comme le jeu, l'exposition, la bibliothèque est aussi un lieu d'exploration et un lieu d'opportunité sans fin de nouveaux jeux à réinventer. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré cette exposition, parce que je trouvais qu'elle installait un rapport particulier entre l'album et le travail plastique. Alors, cette expérience, cette exposition, tentait d'une certaine manière de faire glisser l'illustration et l'album des arts appliqués, des disciplines d'art appliqués, vers les arts plastiques. Alors, ce glissement entre les deux, c'est exposer l'image et sa rencontre avec du texte. Ça veut dire que c'est déterminé aussi d'une certaine manière par le statut qu'on donne à l'illustration. Parfois, je préfère dire iconotexte que illustration, parce que dans l'illustration, on ne prendra en compte que l'image, alors que dans iconotexte, on parle de l'image et du mot ensemble. Alors, quand je dis art appliqué et art plastique, ça veut dire que les arts appliqués forment plutôt des artisans et les arts plastiques forment plutôt des plasticiens. Alors, si je regarde en France, c'est un peu différent chez nous, mais en France, les écoles importantes d'art appliqué, comme l'école Estienne par exemple, forment plutôt des gens qui vont être des artisans, même si dans la page d'annonce de leur site, il est bien dit qu'ils forment des artistes, comme certains photographes et certains illustrateurs, etc. On retourne très vite à la notion de métier, d'un métier. L'illustrateur est un métier. Alors, je sais que dans le colloque précédent, d'ailleurs, il y a eu une intervention qui expliquait un peu cette idée des arts appliqués avec cette envie, notamment de William Morris et du mouvement Art and Craft, de faire de l'utile et du beau en même temps. De l'utile et du beau en même temps. Mais donc, il y a toujours cette notion d'utilité qui revient en premier lieu. Alors, chez nous, par exemple, en Belgique, à l'Académie royale des beaux-arts où je donne cours, on voit que tous les cursus, tous les ateliers sont rassemblés au même niveau. Et donc l'illustration est placée au même titre, au même niveau que la peinture, la sculpture, etc. Donc au même niveau que les plasticiens. Et pourtant, je sais, parce que j'ai quand même eu beaucoup de petites discussions avec mes collègues, qu'on a toujours tendance à nous remettre du côté des arts appliqués. Eux, ils font de l'art. Ils font de l'art. Et nous, on ne peut pas savoir ce que c'est l'art.
les illustrateurs. Eux, ils font de l'art, et nous, on fait autre chose. On fait, je sais pas, des lapins, des ours, de Mickey, de temps en temps un dinosaure, je sais pas, mais bon, on fait pas de l'art, on peut pas savoir. Alors, ça m'agace toujours, parce que je me dis que quand même, là, on passe à côté de quelque chose, et de quel droit. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une différence entre les deux. Vous allez me dire pourquoi je parle autant de ça, parce que ça a à voir avec la manière d'exposer la littérature de jeunesse. Alors, la différence entre les deux, je vous ai fait un joli petit tableau. D'un côté, on a les artistes plasticiens, de l'autre côté, l'artisan illustrateur, hein, ce qu'on met dans la case artisan illustrateur. Du côté du faire, donc, il n'y a pas de différence. Le plasticien, il expérimente des techniques, des supports, etc. dans un atelier, comme l'auteur-illustrateur. Il produit un travail plastique, l'objet. L'objet du travail de l'auteur-illustrateur, c'est une rencontre de mots et d'images. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Une exposition, parce que le but, c'est quand même de montrer son travail. L'auteur-illustrateur va faire un livre et ou une exposition. Et puis, il va falloir informer, montrer, partager sur le travail qui a été réalisé. Il y aura donc une scénographie, une affiche, de la communication autour de l'exposition, comme il y aura l'impression du livre, la diffusion et la communication autour de ce livre. Et au niveau du public, c'est la même chose. On chemine dans l'exposition, on chemine dans le livre, on picore, on garde des choses, un peu ou beaucoup, ou l'ensemble du travail. Donc vous voyez bien qu'au niveau du faiseur, il n'y a pas de différence. Par contre, au niveau du public, il y a une grosse différence entre les deux. C'est que la notion d'utilitaire revient malgré tout. Alors quand je dis la notion d'utilitaire revient malgré tout, c'est que quelque chose a été fait en fonction d'une utilité. En fonction d'une utilité, le livre a bien donc une utilité. Je pense que peut-être qu'il y a plus... Cette notion d'utilité est plus souvent dans les mauvais livres que dans les bons livres, mais bon, je mets à part un peu le domaine du didactique, là où c'est fondamentalement utilitaire. Mais ce qui fait les bons livres aussi, c'est quelque chose qui serait du côté d'une dimension esthétique et réflexive. Or, la dimension esthétique et réflexive, c'est quand même le propre aussi de tout le travail plastique et du travail de l'artiste. Pour moi, là, pas de différence non plus. Même si, au niveau du public, parfois, oh mais oui, les artisans, ils font de l'utile, et puis les autres, ils font du réflexif. Non. Alors, la différence se situe aussi parfois dans la tête des gens entre faire un objet unique. Un artiste, il fait une œuvre de ses petites mains. Il y en a une. C'est donc ce qui fait la différence entre la Joconde devant vous et le porte-clés de la Joconde à la boutique. C'est pas la même chose. Donc, une œuvre unique. Alors, pourtant, on remarque quand même qu'au niveau du travail plastique, on a de plus en plus de... Il me manque une image, oui. On a de plus en plus d'artistes entrepreneurs. On a aussi, chez les auteurs-illustrateurs, ce souci très fort de travailler la fabrication du livre du début jusqu'à la fin. Avec l'éditeur, l'auteur-illustrateur va jusqu'à l'impression et surveille l'impression. Dans certains cas, c'est pour ça que je vous ai mis cette image à hauteur d'enfant d'un collectif qui s'appelle 10e Art, dans certains cas, ils attachent une importance terrible à ce que sera l'impression, et dans ce cas-ci, c'est un procédé qui s'appelle le Comcolor, qui a été utilisé par les illustratrices, et elles ont travaillé vraiment pour qu'au niveau de l'impression, ce soit exactement le travail graphique qui avait été réalisé. Donc, ça veut dire que l'auteur-illustrateur participe activement à la fabrication de son objet du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'un artiste, lui, il fait de ses mains et il n'y a personne d'autre qui travaille en même temps que lui? Est-ce que ce n'est pas aussi un collectif, un ensemble de personnes que pour l'auteur-illustrateur? Oui. Par exemple, un Belge qui s'appelle Wim Delvoye, qui fabrique des pièces gigantesques. Par exemple, ici, ce camion en dentelle, ce n'est pas une miniature, c'est un vrai camion, c'est une pièce énorme. Mais c'est un artiste entrepreneur. Il a plein de gens qui travaillent pour lui. Bien évidemment, il ne connaît pas la résistance des matériaux jusqu'au bout des doigts. Il a donc, dans ce cas-ci, des gens qui travaillent le métal avec lui et qui vont pouvoir travailler le volume. Donc, il a bien une équipe. Ce n'est pas lui qui fait ça de ses petites mains. Comme un auteur-illustrateur fait appel à un imprimeur, etc. Donc, pour moi, là aussi, il n'y a pas une grande différence. Alors, on dit aussi que le propre de l'illustration et qu'on n'a pas du côté des arts plastiques, c'est que c'est du narratif. Alors, oui, bien évidemment, c'est du narratif. Qu'il y ait du texte ou pas du texte, la tourne des pages induit un déplacement spatio-temporel
à l'intérieur de l'album. Mais est-ce que les plasticiens ne s'intéressent pas à cette question du narratif? Je trouve que j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent, j'ai beaucoup de Français, j'ai 95% d'étudiants français là, dans mon cursus, qui arrivent parfois parce que dans les écoles d'art qu'ils ont suivies avant d'arriver chez moi, on a dénigré le narratif. On leur a dit « Oui, mais toi tu racontes des histoires, va faire de l'illustration ». Alors que finalement, quand je regarde le travail de pas mal de plasticiens, on fait du narratif. Là, images qui viennent de... Enfin, un travail que j'avais regardé à la Biennale de Venise il y a 2 ans, le travail de Britta Maracat là-bas est un travail qui pourrait nous faire penser un tout petit peu d'ailleurs à la tapisserie de Bayeux, puisqu'on a un textile qui s'étend sur des mètres et qui est bien une histoire qui nous est racontée. Jean Le Gac mélange photos, images, textes, etc. dans des installations qui sont des installations narratives. Je peux vous citer plein de gens, Sophie Calle, enfin, etc. Il y en a plein qui travaillent sur le narratif. Donc, pour moi, là aussi, il n'y a pas vraiment de différence. Être auteur-illustrateur, c'est donc se situer d'une certaine manière toujours dans 2 choses qui sont un petit peu compliquées à écarter. C'est du savoir-faire, expérimenter et maîtriser des techniques, ce qui est bien propre aux arts appliqués, et en même temps du savoir-dire. Ça, c'est quand même aussi très important. Il ne faut pas crier les choses, il ne faut pas qu'elles soient toujours très transparentes. Parfois, quand elles sont un petit peu opaques, ce n'est pas très grave. Je pense à une petite conversation que j'ai eue avec quelqu'un là, à propos de l'opacité de certains. Est-ce que tout le monde doit comprendre tout le temps? Non, on peut comprendre parfois plus tard. C'est pas grave, c'est bien aussi. Et donc cette idée du savoir-dire et de ce que l'on doit raconter, ça c'est propre aux arts plastiques. Donc entre savoir-faire et savoir-dire. Exposer la littérature de jeunesse, c'est souvent hésiter entre montrer le savoir-faire ou le savoir-dire. Alors, on est souvent, Laurence Le Guen en avait parlé dans le colloque précédent, elle avait parlé de différentes formes d'exposition. On est souvent dans des formes d'exposition qui sont des propositions thématiques ou didactiques, etc. Toujours cette envie d'être utile et de s'adresser à un public défini dans un lieu souvent associé à la littérature ou à la littérature jeunesse. Alors, si je ne reprends que quelques petits exemples, je vois là, cette affiche Oiseau. On est avec une maison d'édition Mémo qui propose une exposition thématique autour d'un sujet qui a été abordé de près ou de loin par des autrices illustratrices de cette maison d'édition. Et le travail est exposé. C'est bien du thématique d'une certaine manière. Une autre exposition qui avait lieu à la galerie Jeanne Robillard est une exposition là aussi thématique, sur le papier découpé, thématique et didactique, puisque c'est la technique, le savoir-faire qui est mis en avant. Ce qui relie les travaux de ces illustratrices exposées, ce n'est pas un sujet, mais c'est une technique. Alors, il arrive parfois, mais il n'y en a pas énormément malheureusement, qu'une exposition propose à un auteur-illustrateur, une autrice illustratrice, d'investir un lieu, de s'approprier un lieu et de jouer avec cet espace-là en ayant toute la liberté. Mais c'est quand même assez rare, cette proposition-là. Alors, exposer la littérature jeunesse, c'est aussi s'attaquer à un problème de taille qui est de passer de l'horizontal au vertical, je vous le disais tout à l'heure. Comme l'album, comme l'exposition, sont des espaces-temps. Quand je dis des espaces-temps, c'est des espaces dans lesquels on déambule. On regarde une chose après une autre. Comment le lecteur ou le visiteur se déplace-t-il dans ces espaces-temps? Alors, dans l'album, la tourne des pages, le fait de tourner les pages, s'apparente un peu à une marche humaine, une certaine cadence pour tourner les pages. Nous nous déplaçons aussi d'une œuvre à une autre dans un musée. Là aussi, nous marchons d'une œuvre à une autre. L'exposition est donc, d'une certaine manière, une forme de narration, puisqu'elle a induit un parcours de circulation. Donc, un parcours narratif. Elle est composée d'unités narratives qui sont rassemblées dans un même espace. Alors, de la même manière dans l'exposition comme dans l'album, un circuit nous est imposé, la tourne des pages, ou bien les tableaux qui s'alignent les uns derrière les autres, souvent un espace qui est d'ailleurs numéroté. Mais on peut faire aussi des allers-retours.
On peut y aller lentement, on peut y aller très vite, on peut sauter des choses, on peut revenir en arrière. C'est la même chose dans l'exposition comme dans l'album. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, c'est que quand on est dans une exposition, on voit tout devant nous. Donc tous les tableaux, on les voit simultanément. Alors que dans le livre, ça n'existe pas. On tourne une page, le fait de tourner une page, ça occulte la page précédente. Un nouvel espace vient remplacer l'espace précédent. Et ça c'est quand même quelque chose qui fait que l'album existe par cette idée que nous avons des attentes et des surprises qui vont arriver. Ce n'est pas la même chose dans une exposition où on voit tout devant nous. Donc, on pourrait dire qu'on va sortir une image d'un album et que ça va pouvoir devenir quelque chose qu'on affiche sur un mur. Ça n'aurait plus aucun sens, parce que si on retire une image d'un album, ça veut dire qu'on l'ampute du texte ou de la suite d'images qu'il y avait, enfin les images qui la précédaient ou qui la suivaient. Je dis bien amputé parce que puisque la page n'existe que par la tension entre le texte et l'image, c'est par leur rencontre que le sens est produit. Si on extrait, le sens n'existe plus. Donc exposer, je reprends une petite phrase de Jochen Gerner, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Jochen Gerner qui avait dit à un moment: exposer des illustrations extraites d'un livre reviendrait à exposer des outils agricoles dont la fonction n'est pas comprise par tous. Assez amusant comme image. L'auteur-illustrateur choisit donc un dispositif pour faire œuvre. Le dispositif, c'est le livre, un espace en 3 dimensions. Le livre est donc un objet physique du réel, comme tout travail plastique. Images et textes sont inscrits dans un format rassemblé par une reliure. Le sens est donc construit par l'ensemble de ces éléments. Je vous ai mis là deux réalisations où la forme est très importante aussi. Modifier cet objet ou en proposer des extraits annulerait complètement le sens, pire même, pourrait le modifier. Alors, exposer la littérature de jeunesse, c'est donc bien ne pas extraire des images et les mettre sur un mur, c'est donc proposer un nouveau parcours, une nouvelle histoire, quelque chose qui est à réinventer pour une exposition. Prenons un petit exemple d'une Belge. Voilà. L'histoire en morceaux de Almudena Pano, chez Versant Sud, raconte l'histoire d'une petite fille qui casse un vase, et elle sait que ce vase est un objet très précieux pour sa mère. Donc là, elle commence un peu à s'inquiéter, elle se dit que ça va mal se passer, et puis, contrairement à ce qu'elle imaginait, sa mère ne se fâche pas vraiment, mais sa mère lui propose de reconstruire le vase, de le recoller, et qu'ensemble, elles reproduisent avec un objet qui a été cassé, un objet ancien, quelque chose de neuf, quelque chose de différent. Elles vont appliquer la technique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, du kintsugi, donc technique japonaise, qui fait que plutôt que de masquer la réparation, on la laisse apparente. On relie les éléments, parfois même avec une sorte de petit ciment doré. Donc la réparation se voit et elle donne de la valeur à l'objet. Alors, c'est un travail qui était assez intéressant dans le livre et la proposition qui était faite. Ce livre reçoit, puisque c'était son premier album, ce livre reçoit un prix chez nous qui s'appelle le prix Première œuvre, qui est décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles lui demande de faire une exposition autour de son travail. C'est ce qui se passe à chaque fois. Une exposition qui va être une exposition itinérante pendant 3 ans. Alors voilà d'ailleurs l'affiche sur la gauche de l'exposition. Almudena Pano, pour faire cette exposition, arrive donc avec ses bagages d'auteur-illustrateur. Elle conçoit cette exposition. Ici, vous avez un des panneaux explicatifs qui commençait l'exposition. Elle conçoit l'espace comme une micro-édition. Elle y explique sur ce panneau sa démarche, ce qu'elle a voulu faire dans le livre et ce qu'elle propose aussi dans l'espace de l'exposition. Elle découpe l'espace, elle le maquette, elle réécrit une sorte de récit en parallèle du livre. Et normalement, le récit doit être repensé, normalement, en fonction du lieu, comme n'importe quel plasticien penserait son exposition en fonction du lieu. Mais, là, on retombe dans cette idée de l'utile, de l'exposition des illustrateurs utiles. Cette exposition va devoir circuler. Alors, elle a fait
plutôt que de reprendre des images qui sont extraites du livre, elle a choisi des morceaux des images qui sont à l'intérieur du livre. Elle a pris tous les mots et les phrases qui se trouvaient à l'intérieur du livre, elle a tout secoué, elle a mélangé, et de nouvelles phrases sont revenues s'installer en dessous des extraits d'images. Donc ça veut dire que l'exposition qu'elle propose est une sorte de, là aussi, de collage, kintsugi, de ce qu'il y avait à l'intérieur du livre. Autre chose, elle montre un vase. Vous avez deux images, ce n'est pas un vase avant et après, il y a bien dans l'exposition deux vases exposés, le vase avant qu'il ne soit cassé et puis le vase qui est réparé. Et il y a aussi une vidéo qui montre le vase en train de se casser et puis un céramiste qui refait le vase, le céramiste qui a fait le vase au départ, et puis tout le processus de réparation du vase. De la même manière, dans cette idée de moduler, de jouer avec des espaces qui se réécrivent ensemble, des grands blocs sont conçus de telle manière à ce que des enfants puissent jouer et les déplacer. Alors, cette exposition, vous voyez, premier lieu où elle avait été exposée, c'était la Maison du Livre à Bruxelles. Vous voyez que tous les cadres sont placés en ligne et vous avez les deux vases qui se trouvent bien écartés l'un des autres. On ne voyait d'ailleurs pas les blocs que je viens de vous montrer, les blocs cubes que les enfants peuvent, avec lesquels les enfants peuvent jouer. Premier lieu d'exposition. Et puis là, on vient d'avoir la foire du livre de Bruxelles. L'exposition faisait aussi partie de la foire du livre de Bruxelles, était installée là. Vous voyez que là, les images sont placées sur deux lignes, parce que l'espace proposé n'était pas assez grand pour qu'on puisse tout étaler. Je n'ai pas d'image des deux vases, mais en tout cas, les deux vases étaient aussi très fort rapprochés. Donc l'espace entre le vase de départ et le vase réparé n'est plus le même. Et ça, je trouve que ça change quand même aussi un peu la donne au niveau de la compréhension. Autre chose, c'est que puisque c'est une exposition qui va être itinérante, c'est plus un lieu précis comme pour un plasticien qui va imposer ses règles pour l'exposition, et la pensée de cette exposition, c'est la contrainte de devoir monter, démonter dans des lieux différents. C'est donc des contraintes techniques qui, d'une certaine manière, vont influencer fortement la manière de concevoir l'exposition. Il va falloir choisir certains matériaux parce que ceux-là sont transportables, d'autres pas, d'autres c'est trop fragile, etc. Donc c'est bien les matériaux et toute cette technique qui vont faire que cette exposition est conçue d'une certaine manière. Il faut penser au stockage. Vous voyez qu'il y a des fiches techniques, donc Anoudena avait fait des fiches techniques très très précises, et d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai gardé ou pas, vous voyez, dans les socles sur lesquels sont exposés les vases permettent on peut les ouvrir, rentrer les vases à l'intérieur de telle manière à ce qu'ils soient protégés. On peut glisser les cadres aussi à l'intérieur, ce qui permet d'avoir un espace de stockage réduit et en même temps très protégé. Donc il faut penser à la sécurité aussi, la sécurité de ceux qui vont monter et démonter, la manipulation par un public enfant, et c'est bien ça qui dirige l'exposition. Ça n'est pas un travail éphémère, c'est un travail qui est destiné à circuler. Toujours dans cette idée d'une utilité. L'utilité de faire connaître ce livre, de parler de l'album, en même temps d'amener le futur lecteur ou le lecteur ou l'enfant vers le livre, de le ramener vers l'album. Donc on est parti de l'album, on a fait l'exposition, et puis on essaye de ramener le lecteur vers l'album. Donc on voit bien que c'est pas... Je pense qu'il n'y a aucun plasticien à qui on dirait « tu vas nous faire une exposition, tu vas concevoir les boîtes et les emballages, et puis elle va circuler, et on ne te demande pas de venir voir comment on a accroché, on va faire ça nous-mêmes. » Aucun plasticien n'accepterait de faire ça, bien évidemment. Par contre, en littérature de jeunesse, ça se passe comme ça. Pas tout le temps, mais ça se passe comme ça. Vous voyez que là, elle avait bien expliqué les mesures entre les cadres, etc., dans des lieux différents, s'il faut tous les empiler les uns au-dessus des autres, qu'est-ce que ça va produire? Il y a vraiment les espaces qui sont donnés de telle manière à ce que la lecture d'un petit texte n'interfère pas d'une image à une autre, etc. Il faut penser à tout ça jusqu'au bout. De temps en temps, mais de nouveau c'est quand même quelque chose d'assez rare, certains auteurs-illustrateurs ont la possibilité, je vous ai montré une affiche tout à l'heure aussi de Anne Herbots, ont la possibilité de penser l'exposition comme une installation unique en résonance avec le lieu dans lequel l'exposition va être installée. Vous
Vous voyez là une exposition qui s'appelait « Là où la forêt fait un bruit de mer », l'exposition de Anne Herbaut, dans un lieu particulier, tout près de l'endroit où elle habite d'ailleurs, un lieu qui se trouve pas loin de la forêt de Soigny, et c'est au bord de cette forêt qu'elle a récolté des tas d'objets qu'elle a dessinés, collectés, etc., ce qui a produit un livre d'ailleurs après aux éditions Esperluette. Donc il y avait du sens à trouver un lieu qui soit proche de l'endroit où elle avait fait toutes ces récoltes d'objets et d'inspiration, je veux dire, pour ces images. Elle a donc fait une installation à l'intérieur de cet espace. C'était important pour elle d'ailleurs qu'il y ait une charpente en bois, etc., parce qu'il y avait un rapport avec le bois, le végétal, le minéral, etc. Et il y a des endroits, ça ne se voit pas très fort dans l'image, mais il y a des endroits, un peu sur le côté d'une des plaintes sur la droite, il y a des inscriptions, il y a des choses qu'elle a repeintes sur le mur. On est bien avec un espace qui est utilisé pour ce qu'il est, et c'est une exposition qui n'est pas itinérante. Elle a investi le lieu, et il n'est pas question qu'on bouge quoi que ce soit, puisqu'elle a inventé une narration pour un espace bien précis. Alors, pour terminer, puisque j'ai fait un peu des passages entre les plasticiens, les artisans, j'ai essayé de remettre les auteurs-illustrateurs du côté des plasticiens, etc. On fait des allers-retours entre l'exposition et le catalogue et le livre, ou bien l'album vers l'exposition, de l'horizontal au vertical, etc. Parfois, il y a des allers-retours qui se prolongent pendant tout un moment. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, on peut avoir une exposition pour certains auteurs-illustrateurs qui précèdent un livre ou qui font naître un livre. Et donc ici, on a une exposition qui s'appelait « Faire feu de tout bois », une exposition de Sarah Chevaux et Lorraine Capelli dans le cadre du Picture Festival à Bruxelles en 2022. On est dans une petite galerie. Sarah Chevaux a travaillé avec des fusains, s'est amusée à fabriquer des fusains avec des écorces de bois différentes, a fait travailler des enfants sur cette idée de jouer avec l'objet lui-même, de travailler sur des choses qui ont plutôt un rapport avec la nature. Et donc des images ont été produites assez étonnantes, et c'est bien ce qui a été exposé à ce moment-là, le résultat donc, du travail avec des groupes de jeunes, c'est bien le travail qui a été exposé à ce moment-là qui a donné cette envie d'en faire un livre, qui est devenu le livre, là, La Nuit de Chance, qui est paru aux éditions La Partie. Et alors là, on continue le petit trajet. L'exposition a donné naissance au livre, et puis le livre a redonné naissance à une autre exposition, qui n'est pas la même que la première exposition, puisque là, l'exposition au musée de Poche est repensée, puisqu'elle est faite après le livre. De la même manière, par exemple chez Aurélien Debat, une exposition qui avait eu lieu au Chirou en 2016 dans le cadre du festival Jungle. On a des blocs, on a de la 3 dimensions, on a des volumes. Aurélien Debat est un grand joueur. Ces espaces sont des espaces à l'intérieur duquel les enfants peuvent jouer, construire, créer des volumes, créer des cabanes, etc. Et puis, il fait des expériences de mise à plat de la 3 dimensions. Vous voyez que dans les images sur la gauche, vous avez des choses qui sont collées sur le papier. Ce n'est plus de la 3 dimensions, c'est collé sur le papier. Et c'est ce type de travail qui va déboucher sur le livre Cabane, qui sera édité après aux éditions des grandes personnes. J'ai donc fait des allers-retours d'un domaine à un autre, des arts appliqués vers les arts plastiques, du livre vers l'exposition, de l'exposition vers le livre. Très difficile de cerner tout ça. Et je ne sais pas si j'ai un avis très précis sur la question. La seule chose, c'est que je veux que les auteurs-illustrateurs soient considérés comme des plasticiens et qu'on ne s'empare pas de leur travail en faisant n'importe quoi, et que chaque exposition doit être conçue comme une nouvelle proposition de narration et pas juste prendre des images extraites d'un livre et les mettre sur un mur, parce que là pour moi, c'est plutôt faire du dégât. Voilà. Je pense que j'ai tenu le timing ou pas ?